Bon, alors j'ai proposé d'intervenir sur ce sujet, surtout parce que ça s'inscrivait, bon, il y a effectivement des éléments éventuellement innovants, enfin nouveaux, dans la recherche, que ce soit du côté des préhistoriens ou des linguistes, mais aussi parce que elle s'inscrivait, sur ce sujet, une intervention, disons, s'inscrivait dans la lignée de au moins deux autres interventions que j'ai faites récemment au cours de la dernière année sur des questions de linguistique historique, de diachronie du berbère. C'est sûr que ça peut paraître un peu déconnecté de l'actualité, du monde contemporain. J'aurais pu aussi tout à fait vous parler des Berbères de Libye, par exemple, qui était une actualité plus chaude, et je viens avec Massine, qui doit se trouver, qui devrait venir déterminer un article sur le sujet, apparaître très prochainement. Vous verrez que d'une certaine façon, ça n'est pas ce sujet, cette interrogation sur les origines n'est pas aussi déconnecté qu'il n'y paraît si ce n'est de problématiques, en tout cas de questions assez contemporaines. En tout cas, elle recoupe, comme vous le savez, vous vous en doutez tous, des problèmes idéologiques, des problèmes, je dirais, assez chaud disons, du monde contemporain. Ce n'est pas, même si ça nous renvoie à plusieurs millénaires, voire des dizaines de millénaires en arrière, ces questions-là, elles font partie du champ des débats qui sont parfois extrêmement animés et vifs, parce qu'évidemment elles ont des connexions, des implications, des liens avec les débats idéologiques. La science ne se déploie pas. Même sur des questions très, très techniques, elle ne se déploie jamais dans je dirais, un univers aseptisé, hors du temps et des sociétés. Les questions les plus... Et je dirais d'ailleurs, j'insisterai assez lourdement, au-delà des données factuelles, des éléments d'information, des débats actuels sur lesquels donc je reviendrai, j'insisterai quand même, comme je l'ai fait au cours des précédentes interventions, sur des aspects, je dirais, plus méthodologique, voire épistémologique. Au fond, pourquoi on dit ça? D'où vient cette thèse? Qu'est-ce qui la motive? Par quel cheminement? Quelle détermination? On s'aperçoit que très souvent, effectivement, y compris dans des secteurs qui peuvent paraître extraordinairement techniques, érudits, comme la linguistique historique, par exemple, et comparée, notamment cette question des parentés linguistiques, eh bien, qui est peut-être le cœur le plus érudit de la linguistique, eh bien, même dans ces secteurs-là, en réalité, dès qu'on creuse, on voit qu'il y a beaucoup d'a priori, beaucoup d'idées toutes faites, beaucoup de détermination idéologique, et beaucoup d'approximations aussi, finalement, parce que dès que le savant sort du champ d'application de son érudition stricte, au fond, il est comme tout le monde. Il véhicule des tas d'idées toutes faites, on ne sait pas d'où elles viennent, qui sont... et il est important de les interroger. Pourquoi on dit ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui permet? Et là, de ce point de vue-là, j'attire votre attention sur ce genre de sujet, comme sur tous, sur la nécessité impérative je dirais, d'éviter en tout cas d'interroger et de questionner sans ménagement toujours l'argument d'autorité. Les choses ne tombent. Il y a l'autorité, je dirais, scientifique n'est pas un argument de validation. Chaque thèse, chaque énoncé doit être précisément validé, justifié. Ce n'est pas parce que X ou Y a produit ou occupe une position éminente dans le champ académique que ce qu'il dit est nécessairement argumenté, motivé, explicitement, expressément. Mais en tout cas, ce n'est pas une raison pour considérer que ce sont des questions acquises. Pour prendre un exemple qui nous concerne directement, ce n'est pas parce que M. Ibn Khaldoun est un très grand homme, un très grand historien ou sociologue et historien, dont l'importance est reconnue par tout le monde, que ce qu'il écrit n'est pas
questionnable, interrogeable, et ne doit pas être remis dans son contexte. Ces thèses, non, comme toute thèse, doit être relativisée, contextualisée et soumise à critique. C'est un petit peu, je crois, le fil conducteur de toutes mes interventions antérieures, et c'est un petit peu ce que je vais essayer de conserver comme approche, y compris donc lorsqu'on parlera des questions très très précises, très techniques. Alors cette question des origines, alors bon, évidemment, cette question des origines berbères a fait couler beaucoup d'encre depuis très longtemps, je dirais presque depuis l'Antiquité, puisque vous savez déjà que les sources antiques, latines en particulier, puis les sources arabes et aussi des sources hébraïques, puisqu'on a maintenant une documentation beaucoup plus précise sur ces questions-là, toutes sortes de thèses ont été évoquées depuis donc au moins Salluste jusqu'à la période contemporaine. Et première observation, cette question des origines berbères, effectivement, comme disait Gabriel Camps il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans, il y a peu de régions dont on n'a pas fait venir, on n'a pas essayé de faire venir les Berbères et leur langue. Au fond, quand on voit un peu toutes ces théories depuis Salluste, ça va des Mèdes, de la Perse, des Cananéens, des Gaulois, des Germains, de ce que vous voulez. On peut rencontrer absolument toutes les thèses dans la littérature, si on est un petit peu large, bien entendu. Et même dans le champ scientifique, disons contemporain, les thèses sont diverses. Et cette diversité, je dirais, en elle-même, cette récurrence, cette permanence et cette diversité des thèses sur l'origine des Berbères est en elle-même, je dirais, déjà doit être interrogée. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète tant c'est un peu bizarre, cette question récurrente et permanente. C'est bien de façon, je crois, très évidente, parce que déjà, de manière tout à fait immédiate, il faut se poser la question d'où viennent ces thèses. Ces thèses sont toujours des thèses exogènes. Un problème fondamental, ce sont toujours des thèses exogènes. Ce ne sont pas des thèses qui émanent de la société, de la tradition, de la culture berbère. Ce sont des thèses latines, ce sont des thèses ce que vous voulez, des auteurs latins, des auteurs arabes, des auteurs occidentaux du XIXe siècle, des auteurs, etc. Mais la société berbère elle-même n'a jamais produit de théorie explicite, en tout cas, quant à ces théories. Et quand on a rappelé ça, déjà, ça amène à une certaine... Ça impose une certaine nécessité de distanciation, parce que source exogène, ça veut dire effectivement, si on se cale par rapport à l'histoire de l'Afrique du Nord, évidemment, pour l'essentiel, des sources émanant de personnes qui appartenaient non pas aux sociétés berbères, mais aux sociétés dominantes, aux sociétés conquérantes, latin, ce que vous voudrez, jusqu'aux périodes contemporaines, où toutes ces théories nous viennent en gros de la période coloniale au XIXe siècle, et puis, etc. C'est-à-dire que cette litanie de thèses sur les origines extrêmement diverses, au fond, on peut déjà se demander si elle n'a pas certains éléments de détermination idéologique et historique extrêmement forts, qui est que les conquérants, les puissances dominantes en Afrique du Nord ont eu besoin de se poser, d'émettre des théories sur les origines, et qu'on en voit précisément depuis l'Antiquité le contenu concret, on s'aperçoit que d'une certaine façon, ça concourt toujours, directement ou indirectement, à une forme de légitimation de la domination étrangère. Au fond, tous ces discours parascientifiques, pourtant on commencera par eux, aboutissent tous à la même thèse. Les Berbères viennent d'ailleurs, et on peut pousser un petit peu plus loin
les Berbères viennent d'ailleurs, donc comme nous venons d'ailleurs, nous sommes aussi légitimes qu'eux à exercer la domination sur cette région. Hein. Vous voyez c'est particulier. C'est peut-être un peu flou dans les sources les plus anciennes, je pense aux sources latines, mais c'est particulièrement évident pour les sources médiévales arabes. Hein. Vous avez là, vous avez dans la dernière livraison de l'encyclopédie berbère une mise au point d'Yves Modérand remarquable qui suit depuis l'Antiquité ces mythes d'origine. Bon, et on voit très très bien que ces mythes d'origine ont aussi une fonction de légitimation idéologique, voire parfois strictement politique, comme ça l'a été au Moyen-Âge, dans le Moyen-Âge musulman en Afrique du Nord. Hein. Au fond, d'une certaine façon, en affirmant que les Berbères viennent d'ailleurs, sont des Cananéens, des Himyarites, des ceci ou des cela, on légitime en quelque sorte, je dirais, on sape la légitimité qui peut être attachée à l'autochtonie et on légitime sa propre domination d'une certaine façon. Y compris lorsque ces thèses sont formulées par des Berbères proprement eux-mêmes. Comme vous savez, les généalogistes médiévaux étaient en grande majorité des Berbères, et ils ne se sont pas privés de démontrer, de défendre des thèses d'une origine cananéenne ou yéménite des Berbères, etc. Et on voit très bien la fonction idéologique que ça a, immédiate. C'est une légitimation de pouvoir, parce que dans ce monde médiéval d'influence arabo-musulmane, il était évidemment le pouvoir était plus légitime s'il avait un lien avec le Moyen-Orient et le cœur du monde arabe que s'il était local. Donc là, c'est tout à fait explicite, et d'une certaine façon, on peut faire le même type d'approche, d'analyse pour les très nombreuses thèses du XIXe siècle et jusqu'aux premières décennies du XXe, quant à une origine européenne. Il est clair que les savants français du XIXe siècle, des premières périodes de la colonisation en Afrique du Nord, ont énormément défendu des thèses quant à l'origine celtique, quant à l'origine hellénique, quant à l'origine germanique des Berbères, etc. Et on voit bien que ça a une fonction, consciente ou inconsciente, d'une certaine façon. Une double fonction même dans ce cas-là. Dans chaque cas demanderait une analyse critique très précise. Une double fonction. Si cette population indigène est d'origine extérieure, elle est donc pas beaucoup plus légitime que nous à exercer puissance coloniale, à exercer sa domination sur cette région. Et deuxièmement, évidemment, en affirmant des attaches européennes aux Berbères, on légitime aussi une colonisation de type européen. Donc je crois que là c'est assez direct, les choses sont assez directes. Bon. Et puis, en même temps, il est vrai que cette question a toujours préoccupé, parce que dans le champ de l'opinion, cette question des origines est très directement liée à des questions de légitimité, de légitimation. Au fond, on fonctionne toujours sur cette idée que l'autochtone, l'indigène, aurait des droits particuliers par rapport au territoire, comme si l'histoire du monde n'était pas faite de mouvements incessants et permanents et de brassages permanents. Mais donc, de tous les points de vue, que ce soit d'un point de vue interne berbère, que ce soit des discours actuels berbères, que ce soit des discours externes, on voit bien que ce sont des questions qu'il est très difficile de déconnecter complètement d'enjeux plus ou moins conscients liés à des phénomènes de légitimation. Alors, pour en revenir au terrain plus proprement scientifique des savoirs contemporains, à peu près argumentés, pour sortir des mythes, mais sur lesquels on pourra revenir. Comme vous le savez, certainement, on est, pour ce qui concerne le peuplement de l'Afrique du Nord et l'origine de la langue, dans
deux thèses principales qui coexistent depuis pratiquement le début du XXe siècle. Même par certains spécialistes avaient émis ces thèses dès le milieu du XIXe en réalité, mais enfin disons que ce sont des théories un peu argumentées depuis la première décennie du XXe siècle, et puis avec chacune d'entre elles a une histoire propre, développement particulier. En gros, s'affrontent deux thèses permanentes depuis au moins les années 20. C'est celle d'une origine et du peuplement et de la langue moyen-orientale, proche ou moyen-orientale, et l'autre, on a souvent l'impression qu'elle est plus récente parce qu'elle a connu des développements très importants récemment, depuis Grünberg en particulier, dans le cadre de la théorie de l'afro-asiatique, si vous voulez. C'est l'origine africaine, l'origine est-africaine en particulier, de cette famille de langues et éventuellement des peuplements. Ce sont les deux grandes thèses disons, dans le champ scientifique que l'on rencontre et qui sont défendues avec autant de vigueur d'un côté que de l'autre. Alors, la thèse d'une origine proche ou moyen-orientale, si vous voulez, est surtout défendue, elle a longtemps été défendue dans le milieu des linguistes de façon quasi exclusive par les sémitisants. Il est certain que les sémitisants, même les plus les plus savants, y compris actuels, contemporains, ont quelques difficultés à admettre que, au fond, le centre du monde, le centre de la culture, le centre de cette grande famille linguistique camito-sémitique ou afro-asiatique ne soit pas situé quelque part au Proche ou Moyen-Orient. Avec cette idée permanente, si vous voulez, que vous retrouvez chez de très nombreux sémitisants, Gardini et autres, qu'au fond, les langues dites camito-sémitiques ou afro-asiatiques de l'Afrique procéderaient toutes d'une sémitisation progressive de territoires africains. Une forme probablement proto-sémitique, donc très très ancienne, se serait diffusée à partir du Proche ou Moyen-Orient vers l'Afrique de l'Est, vers l'Égypte et vers l'Afrique du Nord. C'est une idée très fortement développée chez les sémitisants, je pense en particulier de l'école italienne autour de Garbini, mais aussi des gens plus indépendants dans le champ berbère, des noms que vous connaissez certainement pour les berbérisants. Je pense à quelqu'un comme Werner Wissich, grand savant, grand érudit, égyptologue, berbérisant, etc., décédé il y a quelques années. Qui allait jusqu'à défendre l'idée, au fond, le berbère comme thèse que nous parlons du berbère, mais la langue berbère, mais la thèse a dans l'esprit de la plupart de ces sémitisants une validité générale. Le berbère résulterait quasiment, serait une langue mixte en quelque sorte, résultant de la projection d'un proto-sémitique venu du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, sur l'Afrique du Nord, et allant jusqu'à défendre l'idée que le berbère serait une espèce de langue mixte dont la grammaire serait proto-sémitique, et ce qui expliquerait des ressemblances extrêmement fortes dans le système grammatical avec le sémitique, et le vocabulaire appartiendrait à un substrat antérieur, un substrat alors les mots ont parfois, les terminologies ont parfois sont bien pratiques, qu'on appelle entre guillemets méditerranéens. Mais voilà, ça c'est une idée parmi les berbérisants. Wissich est l'un de ceux qui a le plus développé cette thèse, mais il est général, sous des formes un peu particulières dans l'école de Garbini, le grand sémitisant italien, des collègues comme Olivier Durand, etc., développe une thèse assez proche, mais où on
on n'aurait pas eu projection brutale et rapide d'un proto-sémitique sur l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est, mais une irradiation progressive qui permettrait d'expliquer certains phénomènes spécifiquement linguistiques. Enfin, on peut dire qu'en gros, les sémitisants considèrent comme acquis que le berceau initial de la famille linguistique camito-sémitique, vous savez que, d'ailleurs, le changement de terminologie qui est opéré entre camito-sémitique et afro-asiatique correspond aussi fondamentalement à ce changement de théorie sous-jacente quant à l'origine, quant au berceau initial. Donc, la plupart des sémitisants, quasiment tous, il faudra regarder de très très près, il peut y avoir des gens plus prudents. Je pense à notre ami Zaborski, par exemple, sur les questions de localisation initiale, voire de genèse, parce que là, l'idée de fond qu'on retrouve dominante chez les sémitisants, c'est qu'au fond, le versant africain du camito-sémitique serait issu d'une projection, date très ancienne, d'un proto-sémitique. Au fond, si on analyse et là, faire un petit peu de réflexion méthodologique et épistémologique, si on analyse cette thèse, on peut la résumer à ceci: on projette pour des temps préhistoriques très anciens, on projette des phénomènes historiquement attestés. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'à période historique ou proto-historique parfaitement documentée, on a une tendance générale d'une projection du sémitique vers l'Afrique. C'est vrai avec l'expansion phénicienne, c'est vrai avec l'expansion arabe, c'est vrai avec l'expansion antérieure du syllabique, puisque les langues sémitiques d'Éthiopie, la couche sémitique des langues d'Éthiopie, est issue d'une projection à partir de la péninsule arabique, de langues sémitiques anciennes, qui nous donnent les langues sémitiques actuelles d'Éthiopie. Donc on a, c'est vrai, si on remonte en gros depuis la fin du deuxième millénaire, l'histoire connue de cet grand espace linguistique, c'est quand même effectivement une projection assez régulière depuis l'expansion phénicienne du sémitique vers l'Afrique. Et au fond, cette idée d'une genèse par un stade beaucoup plus ancien du camito-sémitique par projection d'un proto-sémitique sur l'Afrique est une projection en quelque sorte, est une extrapolation pour des périodes beaucoup plus anciennes de ce phénomène historiquement connu. Vous voyez que des arguments positifs, on y reviendra, des arguments positifs étayant cette hypothèse d'une projection, d'une expansion ancienne vers l'Afrique, en dehors donc des phénomènes historiquement connus, elles n'existent pas, elles sont très problématiques. C'est pour ça que je dis, je crois que c'est d'abord fondamentalement une espèce de projection qui est fondée à la fois sur cette expérience historique particulière. On sait que dans les 3 derniers millénaires, c'est ce qui s'est passé, mais rien ne nous indique que dans les 10 millénaires antérieurs ou les 15 millénaires antérieurs, c'était les mêmes phénomènes. Et deuxièmement, je crois quand même qu'il y a derrière cette idée de l'importance et du dynamisme civilisationnel et culturel du monde sémitique, ne serait-ce qu'à travers l'émergence des religions monothéistes qui leur donnent, avec aussi une idée sous-jacente sur laquelle on reviendra, qui est très importante, c'est là où se fait le croisement avec la préhistoire, c'est que on admet, et on a longtemps admis de façon un petit peu simpliste, que la néolithisation se serait d'abord produite au Moyen-Orient. La néolithisation, c'est-à-dire le passage, au fond, à une économie de production, avec l'émergence de l'agriculture, de l'élevage, de la poterie et tout ce qui va avec. Antérieurement, dans les périodes qu'on qualifie de paléolithiques, donc
les hommes, jusque-là, ne vivaient que de prédation, de chasse, de pêche, de cueillette, etc. Mais ne savaient pas produire. Ce n'est qu'avec qu'avec cette période dite néolithique que les hommes inventent au fond des moyens, découvrent des moyens de production. Et l'idée sous-jacente, c'est que effectivement, si la néolithisation, c'est-à-dire l'invention de cette nouvelle économie, de ce nouveau mode qui change, qui est une véritable révolution. Vous comprenez bien que tant que les hommes ne vivaient que de prédation, la survie était quelque chose d'extrêmement problématique et que la démographie humaine était extrêmement faible. À partir du moment où les hommes ont su produire leur nourriture, leurs moyens de subsistance, la démographie va augmenter et des possibilités, je dirais, d'expansion vont aussi devenir. On a un déséquilibre, au fond on a un déséquilibre économique qui rappelle un petit peu les périodes actuelles où des populations qui savent produire leur subsistance ont une force de frappe, une capacité de s'imposer aux autres qui est évidemment beaucoup plus forte. L'idée sous-jacente, c'est que la néolithisation aurait été le facteur de cette expansion. C'est ce qui aurait permis aux proto-sémites, je dirais, de diffuser leur langue, parce que la démographie augmentant, eh bien, on aurait eu les moyens, ces sociétés auraient eu la nécessité et les moyens d'une expansion sur d'autres régions où la néolithisation n'était pas encore acquise. C'est une des thèses sous-jacentes qui n'est pas toujours explicitée par les linguistes, mais qui est très présente chez les préhistoriens, bien entendu. Cette idée que les expansions humaines sont liées à des révolutions technologiques, économiques, qui permettent d'un seul coup à un groupe humain d'acquérir un pouvoir d'expansion. C'est ce qui s'est passé pour les Indo-Européens, très probablement avec la domestication du cheval, qui donne une possibilité d'expansion fantastique. Exactement comme la puissance économique des États-Unis lui a permis d'imposer son modèle à l'échelle du monde, tout simplement. Bon, c'est pas les mêmes techniques, mais c'est le même principe général. Il y a un déséquilibre au niveau des bases économiques des sociétés, des possibilités d'expansion démographique, etc., qui va induire une position prééminente. Mais vous voyez tout ce que ça implique de présupposer. Ça implique que, la néolithisation se soit faite d'abord au Moyen-Orient, ça implique qu'il n'y ait pas eu de néolithisation en Afrique. Et on verra tout à l'heure que c'est pas du tout acquis, que c'était des idées qui circulaient encore jusqu'aux années 80 abondamment. Actuellement, on est beaucoup plus prudent sur ces phénomènes. Donc l'autre thèse alternative, qui a connu un très grand développement depuis les travaux dans les années 50 et 60 d'un grand linguiste américain qui s'appelle Joseph Kinberg. Et c'est avec lui que s'est imposée une autre dénomination, celle d'afro-asiatique. Afro-asiatique sur le modèle de indo-européen, c'est-à-dire une famille de langues qui va de l'Afrique à l'Asie, c'est-à-dire au Proche et Moyen-Orient. Et là, en général, dans ces milieux afro-asiatisants, la thèse retenue est clairement celle d'une origine africaine, en général est-africaine, ou centre-est africaine, Soudan, Éthiopie, Corne de l'Afrique, etc. Et que ce serait à partir de ce noyau-là, c'est là qu'aurait été situé le berceau de la famille de langue afro-asiatique, et qu'à partir de là, elle aurait diffusé vers le Moyen-Orient, vers l'Afrique du Nord, etc. Alors cette thèse, qui est une thèse qui, si vous voulez, dans l'espace scientifique concerné, occupe une position dominante au niveau international actuellement. Les camito-sémitisants, les afro-asiatisants allemands, américains, russes, je pense à quelqu'un comme Diakonov, ils sont tout à fait sur cette ligne.
le grand afro-asiatisant décédé maintenant, Diakonov, défendait tout à fait l'hypothèse d'une origine africaine aussi. Hein. L'idée étant, alors quels arguments est-ce qu'on a pour défendre cette idée d'une origine plutôt centre-est africain, hein, quelque part avec des localisations qui peuvent varier selon les auteurs, selon les thèses. C'est d'abord un argument purement géographique. Cette grande famille linguistique comporte au minimum 5 branches, peut-être 6 branches, hein, peut-être d'autres encore, hein, le berbère, l'égyptien ancien, le sémitique, le couchitique et le tchadique. C'est l'hypothèse d'une origine africaine aussi. Hein. L'idée étant, alors quels arguments est-ce qu'on a pour défendre cette idée d'une origine plutôt centre-est africain, hein, quelque part avec des localisations qui peuvent varier selon les auteurs, selon les thèses. C'est d'abord un argument purement géographique. Cette grande famille linguistique comporte au minimum 5 branches, peut-être 6 branches, hein, peut-être d'autres encore, hein, le berbère, l'égyptien ancien, le sémitique, le couchitique et le tchadique. Langue dont le principal représentant connu parmi les langues contemporaines est le Hausa. Hein. Au moins, et certains spécialistes parlent d'une 6e branche qui est elle aussi africaine, l'omotique. Bon, enfin, ça c'est plus délicat. Donc, sur ces 5 branches de cette macro-famille linguistique, afro-asiatique, eh bien, 4 sont africaines. Hein. 4 sont africaines et une seule est non africaine, hein, asiatique, hein, au sens très large du terme. Et donc, là, on y a vu l'idée que le centre de gravité de cette famille linguistique serait plutôt en Afrique qu'au Moyen-Orient. Hein. Disons que l'idée est qu'on peut expliquer plus facilement la présence du sémitique au Proche et Moyen-Orient comme une expansion d'un noyau africain que l'inverse. Hein. Bon, enfin, c'est un argument qui est souvent avancé. Ça me paraît pas extrêmement convaincant. L'autre argument, alors qui va du côté de la préhistoire, on le trouve surtout chez les préhistoriens, mais les linguistes y font souvent allusion, c'est qu'effectivement l'Afrique de l'Est a aussi été un pôle de néolithisation. Hein, c'est-à-dire que la révolution néolithique, en particulier l'élevage, est apparue aussi à date très haute. Hein, c'est des choses qui situent les premières traces de néolithisation de cette révolution économique, si vous voulez, des sociétés préhistoriques. Bon, les plus anciennes formes, on situe vers moins 10 000, hein, plus ou moins un millénaire, ça varie un peu. On a des formes disons des traces de néolithisation très anciennes en Afrique de l'Est. Et donc, ces deux arguments, l'argument géographique, c'est-à-dire que le gros morceau de l'afro-asiatique se situe plutôt en Afrique et donc il serait plus facile d'expliquer le sémitique comme une expansion, comme un pseudopode particulier de genre que l'inverse, et donc une néolithisation aussi très ancienne. Mais vous voyez là aussi qu'on c'est très amusant d'ailleurs, parce que ce soit les préhistoriens, que ce soit les linguistes, dès qu'on sort du strict domaine de nos compétences techniques, si vous voulez, au fond, nos arguments et nos thèses, on s'aperçoit qu'elles reposent sur des choses assez fragiles, qui sont plus des convictions, parce que l'argument qui consiste à dire il y a 5 pôles, il y a 5 branches de la famille afro-asiatique, il y en a une qui est au Proche et au Moyen-Orient, toutes les autres sont en Afrique, oui, bon, est-ce que c'est un argument bien solide? Après tout, quand on voit, par exemple, les capacités d'expansion des langues et des phénomènes culturels, parfois parfaitement bien documentés, rien n'exclut qu'à partir d'un point relativement petit, les choses aillent très très loin et occupent regardez l'expansion de l'anglais dans le monde contemporain depuis la conquête des Amériques. Après tout, l'anglais était une très très petite chose qui occupait les îles britanniques
et qui se retrouve, je ne parle même pas de sa fonction de langue véhiculaire internationale, mais simplement comme langue parlée vraiment par des gens, comme langue maternelle, comme langue vernaculaire, l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc je trouve ce type d'argument un petit peu fragile, et qui montre bien que dès qu'on sort un peu des questions vraiment de reconstruction, de linguistique historique, etc., ou pour les préhistoriens d'archéologie préhistorique, au fond, les thèses s'appuient sur des choses assez fragiles, qui sont plus des convictions, comme ça, que des arguments extrêmement forts. Alors, voilà un petit peu le canevas général de la situation, mais déjà vous remarquez que globalement, si on replace le berbère dans cette alternative, de toute façon, pour tout le monde, le berbère et les berbères viennent d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi, mais c'est une espèce de postulat. Là aussi, on y reviendra. Alors, voilà un peu le cadre général. Alors, avant d'aller discuter plus précisément, je crois qu'il est absolument indispensable de rappeler, de faire un certain nombre de mises au point méthodologiques, mais plus fondamentales aussi que de simples méthodes. D'abord, comme je vous l'ai dit, on peut quand même suspecter beaucoup de déterminations constantes ou inconscientes à caractère idéologique dans ces thèses. Au fond, ça peut être bénin. Par exemple, on peut tout à fait suspecter les théoriciens de l'afro-asiatique, au fond, là aussi, de projeter, d'être dans une logique de projection de phénomènes sur des périodes inopportunes en quelque sorte. Au fond, on sait bien que l'Afrique de l'Est est probablement le berceau de l'humanité, et probablement d'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire de l'être humain que nous sommes, des formes les plus récentes de l'humanité. À partir de là, au fond, on peut se demander si cette hypothèse est africaine et ne repose pas sur cette conviction que tout s'est passé là, quelque part, même des phénomènes beaucoup plus récents en réalité. Vous voyez, un petit peu comme tout à l'heure pour les sémitisants, l'idée que le Moyen-Orient étant à la source de beaucoup des éléments de civilisation sur lesquels nous vivons encore, tout se serait passé là. Mais on n'approfondira pas cette question, on y reviendra éventuellement. Mais essayons de développer un petit peu une approche de critique scientifique précise de ces thèses d'abord. D'abord, ces questions d'origine, il est tout à fait important d'avoir bien à l'esprit leur caractère parfaitement relatif, et la nécessité d'une prudence extrême. Pourquoi? Parce que au fond, on peut aller jusqu'à dire qu'est-ce que ça signifie, l'origine des berbères, l'origine d'un groupe humain culturellement déterminé, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Surtout dans le cas de l'Afrique du Nord, dont on sait que c'est un lieu de passage permanent depuis des millénaires. Et de toute façon, c'est une notion, même si on admettait une certaine stabilité, une certaine continuité humaine, etc., de toute façon, ces notions doivent être manipulées dans un esprit de parfaite relativité. L'origine, il y a toujours quelque chose avant, même si on identifie, par exemple, un berceau, si on se met d'accord sur un berceau primitif des langues afro-asiatiques ou indo-européennes, etc., et avant. Ce sont des identifications qui nous ramènent à moins 10 000, moins 15 000, moins 20 000 ans maximum. Or, l'homme existait bien avant. Homo sapiens, nous ramène à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'années avant.
Le langage humain, pour se limiter à l'aspect linguistique, existe aussi très probablement dès Homo sapiens sapiens, donc ça nous ramène à des périodes très anciennes. Donc même si on arrive à dire, à constituer par exemple une famille indo-européenne, à localiser un berceau primitif, de toute façon il y a une histoire avant. Cette notion d'origine est par définition relative. Et d'une certaine façon, si on pousse les choses jusqu'à leur extrême, si on adhère à la thèse de la monogénèse de l'espèce humaine, l'origine de toute façon, elle est la même pour tous. Donc, il faut bien voir que ce que nous pouvons reconstruire, ou les hypothèses de ce type qu'on peut développer, que ce soit sur le plan de la préhistoire, donc sur le plan du peuplement, que ce soit sur le plan de la langue, sont de toute façon, concernent des espaces de temps relativement limités, et il y a toujours un avant. Ce ne sont pas des absolus, ce ne sont pas des origines absolues, ce sont des origines relatives. C'est quand même une donnée fondamentale. Donc ça nécessite vraiment toujours une très grande prudence, une très grande relativité. Deuxième aspect fondamental aussi, c'est la question, alors on le sait, mais il faut absolument le répéter parce que même dans le champ scientifique, le glissement est très facilement fait. La question des origines du peuplement et la question des origines des langues sont deux choses radicalement différentes et qui peuvent être totalement dissociées. Le peuplement humain, c'est un phénomène d'anthropologie biologique, c'est un phénomène, si vous voulez, d'anthropologie génétique, etc. La langue est un fait de culture qui s'emprunte, qui voyage, et on peut parler la même langue ou des langues apparentées en ayant, je dirais, des héritages génétiques complètement différents, et inversement. On peut avoir, je dirais, un même soubassement en termes de peuplement pour l'essentiel identique et parler des langues complètement différentes et éventuellement sans le moindre lien de parenté. Vous avez des exemples innombrables. Je veux dire que déjà, la question, j'aurais pu commencer par là, la question des origines suppose sur un plan théorique une séparation claire de la question de l'origine du peuplement et de la question de l'origine et de la parenté de la langue. Elles peuvent coïncider, comme elles peuvent être parfaitement disjointes. Quelques exemples basiques et classiques. En Europe, prenez la Scandinavie, vous avez des langues germaniques. Je doute que quiconque d'entre vous soit capable de distinguer un Finlandais d'un Suédois sur le plan physique, et qu'on puisse faire une distinction gênée même en termes de génétique moléculaire ou des choses de ce genre extrêmement pointues entre un Finlandais et un Suédois. Les uns parlent une langue germanique, appartiennent à la famille de langues indo-européennes, les autres parlent le finnois, qui est une langue finno-ugrienne, qui n'a strictement rien à voir avec l'indo-européen. Vous pouvez multiplier, ça c'est dans un sens où un même peuplement, en tout cas une apparence anthropologique très proche, quasiment indifférenciable, correspond à des langues qui n'ont rien de commun. Vous pouvez avoir l'inverse. Les exemples, vous pouvez les multiplier. Après tout, vous pouvez les multiplier dans l'autre sens aussi. Les langues de l'Inde, du Nord et du Centre sont des langues indo-européennes. Il n'y a pas grand-chose de commun, certainement en termes de patrimoine génétique, entre les habitants de l'Inde et les habitants de la Scandinavie. Et pourtant, leurs langues sont apparentées. Prenons des cas qui sont plus proches de nos problématiques, l'arabe. Parmi les populations qui parlent arabe,
Les Soudanais sont plus proches des négro-africains pour la plupart d'entre eux. Bon, on sait très bien que nos arabophones maghrébins sont pour une très grande part d'entre eux très majoritaires d'anciens berbères. Pourtant, donc la déconnexion, on pourrait multiplier les exemples. Donc jamais perdre de vue, jamais oublier cet aspect qu'il peut y avoir parfaitement une dissociation, qu'il n'y a pas homogénéité. Ce sont deux problématiques différentes. Comment se constitue un peuplement et comment, au fond, quelles sont éventuellement les filiations en termes de peuplement. Et après tout, d'autres exemples encore plus proches, le patrimoine génétique des Antillais est probablement à 70% africain. Ils sont francophones, créolophones, francophones, etc. Bon, je veux dire, la langue, vraiment, il faut vraiment avoir à l'esprit ça parce que, au fond, dans l'histoire du monde, des diffusions de langues, des adoptions, des assimilations linguistiques sont innombrables dans tous les sens. On peut douter que le patrimoine génétique de la France ait été radicalement modifié par la conquête romaine. Il y a sans doute une influence, mais probablement très minime. Pourtant, le peuplement a adopté le latin, qui nous donne le français. Donc cette question est absolument fondamentale. On ne peut pas inférer de façon mécanique d'une origine de la formation d'un peuplement à l'origine de la langue. Ça peut correspondre, ça peut y avoir homogénéité, comme il peut y avoir disjonction totale. C'est vrai, ce qui est vrai d'ailleurs de la langue est vrai de la culture. Après tout, la culture au sens large du terme. Après tout, si on considère la langue comme un fait de culture, tout circule. Les religions, après tout, les peuples de langue indo-européenne ont adopté des religions d'origine sémitique. Et ainsi de suite. Et vous avez des peuples de langue indo-européenne qui ont adopté l'islam, qui ont adopté le christianisme, qui est une religion née dans le monde sémitique, etc. Donc c'est un petit peu les mêmes types il faut avoir à l'esprit cette capacité de diffusion des faits culturels, et notamment de la langue, pour ramener un petit peu les choses, relativiser un petit peu ce que nous savons. Au fond, même si on arrivait à établir clairement l'origine d'un peuplement, un mouvement de population, ça n'implique pas nécessairement qu'il y ait en parallèle, qu'on puisse en inférer des choses identiques pour la langue. Ce sont deux démonstrations, deux phénomènes à étudier de manière distincte et avec leurs outils propres. Alors, maintenant, au-delà des thèses comme ça, affirmées par les uns et par les autres, que sait-on vraiment? Alors on va faire une toute petite synthèse, une toute petite mise au point sur... je ne suis pas un spécialiste, enfin je côtoie beaucoup ce monde-là. Donc que sait-on de l'origine du peuplement de l'Afrique du Nord? Donc on va faire un tout petit excursus du côté de la préhistoire avant de revenir au cœur de notre problème, en tout cas de nos compétences, les questions de langue. Alors pour être très simple, en fait si on regarde du côté des préhistoriens, des données à peu près acquises, en dehors des convictions d'auteur que j'évoquais tout à l'heure, aucune des deux thèses, c'est-à-dire d'une origine d'un peuplement qui serait venu du Proche ou Moyen-Orient ou de l'Afrique de l'Est, n'est étayée par des arguments établis. On est vraiment au niveau de thèses qu'on peut considérer comme vraiment gratuites. Pendant longtemps, donc, on a, du côté des préhistoriens, et c'était en particulier la position de Gabriel Camps pendant très longtemps,
spécialiste donc de la préhistoire de l'Afrique du Nord, on a pensé avoir des indices objectifs, clairs, d'une origine extérieure du peuplement berbère, et probablement on a même été, moi-même j'ai écrit ce genre de choses il y a une trentaine d'années, on est allé jusqu'à penser qu'on touchait du doigt peut-être une origine extérieure du peuplement, et probablement que ce peuplement a pu être porteur de cette proto-langue venue du Proche ou Moyen-Orient. Alors, quelle était cette thèse? C'est la thèse qu'on appelait la thèse capsienne. Si on remonte si on fait un bond en arrière de 10 000 ans à peu près, donc vers moins 8 000, en Afrique du Nord, on a 2 peuplements. Là, ce sont des données de paléontologie humaine, d'anthropologie préhistorique, si vous voulez, qui étudie les restes humains, et puis, on fait des statistiques, et on tire. Je ne fais que vous exposer, vous synthétiser les données à peu près acquises. Vers moins 8000, en Afrique du Nord, on a 2 types de peuplements. Un peuplement, disons, qui correspond à la bande méditerranéenne, qui couvre, j'avais 2 cartes à projeter, mais enfin, c'est pas très grave, les choses sont assez simples, qui va de la Tunisie jusqu'au Maroc, bien attesté, qui correspond à une civilisation, les préhistoriens appellent civilisation en fait un ensemble de pratiques correspondant à des restes matériels, c'est-à-dire des armes, des outils divers, des objets divers, etc. On a donc un premier peuplement qui semble bien homogène, qui a des caractéristiques physiques bien précises, et qui semble ancien, j'y reviendrai, dans toute la bande thélienne, méditerranéenne, si vous voulez, de l'Afrique du Nord, de la Tunisie au Maroc, sans discontinuité, et qui correspond à une civilisation que les préhistoriens appellent ibéro-maurusienne. C'est un vieux terme, comme toute cette terminologie, elle a des cheminements parfois très, très bizarres, mais enfin, disons, on a donc une civilisation ibéro-maurusienne qui couvre la partie thélienne de l'Afrique du Nord et qui semble en place depuis très longtemps, qui n'est pas sans lien avec des peuplements du nord de la Méditerranée, type Cro-Magnon. Et puis on a au sud, dans les régions continentales, dans les régions steppiques, dans les régions de haute plaine, pré-sahariennes, un autre peuplement qui présente des caractères physiques assez différents et qui correspond à une autre civilisation, en termes de restes matériels, bien entendu, armes, etc. Restes type éventuellement d'alimentation, etc. C'est tout cet ensemble de pratiques que les préhistoriens appellent culture ou civilisation. C'est pas grand-chose, puisque tout ce qui est de l'ordre de la culture immatérielle ne nous est pas parvenu. Donc les préhistoriens ne s'appuient que sur des restes matériels. Eh bien, ou des rites funéraires aussi. C'est un aspect qui peut être important. Eh bien, ce second groupe humain, qui a aussi des caractéristiques physiques assez marquées, et qui correspond à une autre civilisation, une autre culture qu'on appelle capsienne, du nom de Capsa, à la période latine. Donc on aurait une bande méditerranéenne dite ibéro-maurusienne et une bande plus, je dirais, continentale, capsienne, avec donc une différence, retenons bien, une différenciation morphologique de types humains et une différenciation culturelle, du moins à partir de ce qui nous reste. Et chose tout à fait importante, cette civilisation capsienne et l'homme qui en est porteur, en tout cas l'homme qui en est porteur,
sur un plan anthropologique, sur un plan donc physique, hein, est un méditerranéen, est un proto-méditerranéen. Alors que la population qui est au nord est d'un type assez différent. Proto-méditerranéen qui ressemble beaucoup, sur le plan physique là aussi, à des peuplements qu'on va trouver sur l'ensemble de la périphérie méditerranéenne, au nord comme au Proche et Moyen-Orient. Et l'idée qui était mise à partir de ce moment-là, c'est qu'au fond, et on constate, donc on a deux blocs assez nettement différenciés avec une répartition géographique, et l'histoire connue du peuplement, connue par l'archéologie préhistorique, connue du peuplement de l'Afrique du Nord, c'est une lente expansion de ce type humain proto-méditerranéen, donc de culture caspienne, au détriment de l'ibéro-maurusien. C'est-à-dire que progressivement, ce peuplement semble conquérir l'ensemble de l'Afrique du Nord, à tel point que, au fond, le type humain ibéro-maurusien disparaît complètement. Actuellement, d'ailleurs, en anthropologie physique de l'Afrique du Nord, bon, les traces de l'ibéro-maurusien existent encore, mais ça représente dans les statistiques des études, à partir des études qui ont été faites, extrêmement faibles, de l'ordre de 2-3%. Hein. C'est-à-dire qu'un type humain aurait disparu, hein, au profit d'un autre. Un des deux types humains attestés vers moins 8000 aurait disparu au profit d'un autre. Voilà un petit peu le schéma de la situation il y a 10 000 ans en Afrique du Nord. Alors, immédiatement, l'idée a germé dans pas mal d'esprits, c'est que ces proto-méditerranéens ont pu être les porteurs du proto-berbère, hein, de la forme la plus ancienne de berbère, et comme ce sont sur le plan physique des Méditerranéens et qu'on trouve le même type physique ailleurs autour de la Méditerranée et en particulier au Moyen-Orient, Proche et Moyen-Orient, vous voyez tout de suite la conclusion la thèse qu'on en a tirée. Probablement, ces proto-méditerranéens capsiens qu'on voit apparaître dans les zones continentales de l'Afrique du Nord vers moins 8000, à partir de moins 8000, seraient venus du Proche au Moyen-Orient et auraient progressivement, je dirais, submergé un peuplement antérieur, hein, le correspondant à la culture ibéro-maurusien. Et avec comme argument supplémentaire que finalement ces proto-méditerranéens auraient sans doute pu avoir cette capacité d'expansion parce que, au fond, parce qu'il se trouve que les proto-méditerranéens du Proche et Moyen-Orient sont parmi ceux qui ont connu le plus précocement le processus de néolithisation. Donc vous voyez, l'idée, ce serait que ces gens seraient venus du Proche au Moyen-Orient, auraient eu une capacité d'expansion parce qu'ils auraient déjà, puisque le néolithique apparaît peut-être même vers moins 12 000 au Moyen-Orient, hein, une culture qu'on appelle le Natoufien, hein, et ayant cette supériorité technologique et économique, auraient progressivement, je dirais, submergé un peuplement antérieur. Et évidemment, de là, on fait le saut vers la langue, et on a formulé l'idée, Camps, moi-même, il y a pas mal d'années, que finalement ces gens auraient été porteurs du proto-berbère, et donc c'est qui allait dans le sens d'une origine, au fond, proche ou moyen-orientale de la langue. Et donc d'un berceau primitif, hein, d'un noyau comme primitif, proche ou moyen-oriental de cet ensemble. Ça cadrait assez bien. Hein. Ça cadrait assez bien. Le seul problème, c'est que les travaux ultérieurs ne confirment pas du tout cette hypothèse.
D'une part, et là c'est une donnée absolument radicale, ces Capsiens, cette civilisation, ce peuplement proto-méditerranéen de l'Afrique du Nord, lorsqu'il apparaît aux datations les plus anciennes, vers moins 8000, n'est absolument pas, est encore à un stade de développement, n'a pas atteint le stade néolithique. C'est-à-dire que la néolithisation des Capsiens se fait en Afrique du Nord.